Bonjour chers collègues, bonjour chers amis. Là c'est votre collègue, votre ami Moussessi, professeur en sciences de gestion et de gestion des entreprises. Nous sommes là aujourd'hui pour encore faire une autre vidéo portant sur la comptabilité, portant sur le financement. Et quand on parle de financement, là on ne va pas exclure ce qu'on appelle la comptabilité. Tout d'abord, avant de commencer, on va essayer de rendre hommage à notre cher collègue, notre cher camarade, notre chère personne, Abdoulaye Sow, et qu'on prie vraiment le repos en paix de son âme et que vraiment le paradis soit pour lui éternellement. Donc vraiment, c'est un manque pour nous, mais bon, c'est la volonté divine quand même. Et vraiment, on te dit, reste in peace, reste en paix dans ta tombe, mon cher frère Abdoulaye Sow. Et que le bon Dieu vraiment t'accorde le paradis encore une fois de plus. Et c'est pourquoi on a fait une minute de silence, rien que pour lui rendre hommage, mon cher frère. Repose en paix, mon frère. Et nous sommes là aujourd'hui pour un peu discuter sur ce qu'on appelle le bilan comptable et le bilan fonctionnel. Et aussi quels sont les ratios à dégager sur ça. Et parfois, on a l'habitude de mélanger ces deux choses, autrement dit le bilan comptable et le bilan fonctionnel. Tout d'abord, il faut savoir d'abord définir c'est quoi un bilan. Après avoir défini le bilan, là, après, on aura à faire une déduction portant sur ce qu'on appelle le bilan fonctionnel. Et sachant que tout le monde connaît ce qu'on appelle c'est quoi un bilan, et le bilan comptable, bien sûr. Le bilan comptable n'est rien d'autre que la carte d'identité de l'entreprise qui reflète ce qu'on appelle le patrimoine de l'entreprise et qui est résumé en termes d'actifs et de passifs avec les éléments. Donc ici, on peut dire que le bilan comptable est établi à partir du bilan comptable. Voilà, le bilan fonctionnel du moins est établi à partir du bilan comptable d'une entreprise. Il reprend les données brutes en les réorganisant de manière à mettre en évidence la structure financière de la société. Alors que le bilan comptable met l'accent sur l'actif et le passif. Le bilan fonctionnel, encore une fois de plus, appuie sur les emplois et les ressources. Et au niveau de ces emplois et ressources, là, ce qu'on appelle, c'est le retraitement comptable. À chaque fois que vous avez les données comptables, là, à la fin d'un exercice, vous verrez que l'entreprise a effectué des opérations, entre autres. Et ces opérations qu'elle a effectuées, entre autres, là, ça fait l'objet de ce qu'on appelle le retraitement comptable pour établir ce qu'on appelle le bilan fonctionnel. Et au niveau maintenant de ce retraitement, là on va retraiter ce qu'on appelle les immobilisations. Quand on parle des immobilisations, c'est de façon globale. Il y a les immobilisations corporelles, il y a les immobilisations incorporelles et les immobilisations financières. Là aussi, on aura à constater ce qu'on appelle le compte de classe 3, étant donné que les immobilisations c'est le compte classe 2. Le compte classe 3, ce qui résume quoi? Au niveau des stocks. Au niveau de ces stocks, on peut avoir ces trois types de stocks. Il y a les stocks de marchandises, il y a les stocks de matières premières et les stocks de produits finis. Et au niveau de ce qu'on appelle des créances, au niveau des créances clients. Donc c'est ça qu'on appelle du moins l'actif circulant. Et on peut avoir aussi la trésorerie d'actifs, comme le compte classe 5, 550, 521, 571, 531, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, on peut dire que le bilan comptable en résumé est composé de comptes de classe. Et c'est de classe 1 jusqu'à classe 5. C'est ça qui constitue un bilan. Et au niveau du là, on a parlé des éléments de l'actif. Pour les éléments du passif, on peut avoir les éléments de ressources durables. Quand on parle des éléments de ressources durables, appelés aussi des éléments de ressources stables. Donc, on fait allusion aux capitaux propres et les dettes à long terme. On peut avoir aussi des dettes à court terme, comme les dettes fournisseurs, les dettes envers des organismes sociaux, les dettes envers aussi les organismes fiscaux. Et comme on peut avoir aussi la trésorerie passive, autrement dit le découvert bancaire. Donc ce qu'il faut savoir aussi, une fois avoir le bilan comptable, donc là, avec les opérations de retraitement, on a dit que le bilan fonctionnel reprend en compte ce qu'on appelle les éléments d'emploi et les éléments de ressources. Quand on parle d'éléments d'emploi et de ressources, dans ce cas, ça fait l'objet de ce qu'on appelle un petit travail, une opération de retraitement. Avec ces opérations de retraitement, il y a un bon fonctionnement au niveau, au niveau des immobilisations, il y a un bon fonctionnement au niveau des actifs circulants, il y a un bon fonctionnement aussi au niveau de la trésorerie active. Comme
aussi les ressources stables, c'est-à-dire les capitaux propres et les dettes à long terme. Les dettes à long terme, on peut dire quoi? C'est les emprunts bancaires et les dettes de crédit bail. Et aussi au niveau des dettes à court terme, comme on l'avait si bien dit tout à l'heure, comme l'exemple de fournisseurs d'exploitation d'investissement et dettes envers l'État ou bien dettes envers le personnel. Et tout ça, il y a des opérations à effectuer, c'est-à-dire des opérations de retraitement. Et au niveau de ces opérations, nous, en premier, on peut calculer ce qu'on appelle un ratio. Et ce ratio, on peut dire que c'est un ratio qui est fondamental. Et quel est ce ratio? C'est d'abord de déterminer ce qu'on appelle le fonds de roulement de l'entreprise. Et pour calculer le fonds de roulement de l'entreprise, dans ce cas, on a besoin de ce qu'on appelle la ressource stable, autrement dit les capitaux permanents. La ressource stable ou bien les capitaux permanents, par formule, c'est quoi? C'est les capitaux propres plus les dettes à long terme, qu'on va essayer de diminuer la valeur des immobilisations. On prend quoi? Les capitaux permanents, constitués de quoi? De capitaux propres, plus les dettes à long terme, moins la valeur des immobilisations. C'est ça qui nous donne la valeur du fonds de roulement. Après avoir déterminé ça, la société aussi détermine ce qu'on appelle le besoin en fonds de roulement. Et pour avoir le besoin en fonds de roulement, qu'est-ce qu'on prend? On prend l'actif circulant. Quand on parle de l'actif circulant, c'est les créances plus les stocks. Que ce soit stock de marchandises, stock de matières premières, stock de produits finis. Et on va essayer de diminuer les dettes à court terme. Pour ces dettes à court terme, on a donné l'exemple comme le personnel, 422, on peut donner 444 ou bien 442 des mois comme État, autres collectivités publiques. Et on peut donner aussi comme l'exemple de quoi? Des fournisseurs, 401, 481, fournisseurs d'exploitation et fournisseurs d'investissement. Donc ici, ce qu'il faut noter, on peut calculer le besoin en fonds de roulement à partir de quoi? De l'actif circulant, stock plus créance, moins les dettes à court terme. C'est ça qui nous donne le besoin en fonds de roulement. Et maintenant, ce qu'il faut comprendre ici, si le besoin en fonds de roulement est négatif, donc cela veut dire quoi? La société est dans une situation risquée, contrainte de financer par des emprunts. Et si l'entreprise est dans une situation financière, dans ce cas, c'est autre chose. Donc, du fait que c'est une situation risquée, donc cela veut dire que l'entreprise a des contraintes de se financer par des emprunts. Par là, on peut dire que le bilan fonctionnel également reconnaît ce qu'on appelle ce besoin en fonds de roulement. Et si ce dernier aussi est positif, dans ce cas, cela veut dire quoi? Que la dette des fournisseurs, mais que la valeur des dettes à court terme sont supérieures aux créances, sont supérieures aux actifs circulants, aux créances et aux stocks. Dans ce cas, donc, la société est dans une excellente situation financière. Donc, cela suppose quoi? Cela est supposé que l'entreprise peut être dans une situation d'où on peut dire que c'est une situation risquée, comme on peut dire que ce n'est pas une situation risquée. Maintenant, quand est-ce que maintenant l'entreprise sera dans une situation risquée? C'est lorsque la valeur des dettes à court terme sont supérieures, quand est-ce que l'entreprise est dans une très bonne situation? Dans ce cas, on peut dire quoi? On peut dire que la valeur des dettes à court terme sont supérieures à la valeur des dettes de l'actif circulant. Donc, dans ce cas, on peut dire que la situation financière de l'entreprise, elle est excellente. Je répète, si la valeur des dettes à court terme sont supérieures à la valeur de l'actif circulant, cela veut dire quoi? Que l'entreprise a une situation financière excellente. Et le cas contraire, cela veut dire quoi? Que l'entreprise a une situation risquée. Et après avoir déterminé le besoin en fonds de roulement, par formule, on prend, l'actif circulant plus, l'actif circulant, à savoir stock plus créance, diminuer de quoi? Diminuer des dettes à court terme. Et ainsi de suite. Après avoir déterminé le besoin en fonds de roulement, là, nous sommes dans l'obligation de déterminer ce qu'on appelle la trésorerie nette. Et comment déterminer la trésorerie nette? Arrivé ici, on peut savoir si on a bien effectué les opérations de retraitement ou pas. Parce que l'arbitrage sera constitué à partir de ce qu'on appelle de la valeur de la trésorerie nette. Parce que la trésorerie nette, on peut l'avoir en deux méthodes. Et quelle est cette méthode? Soit on prend quoi? On prend le fonds de roulement moins le besoin en fonds de roulement. Ça, c'est une première formule. Soit on prend la trésorerie
actif moins la trésorerie passive. Autrement dit, au niveau de l'actif du bilan, on prend banque plus s'il y en a, on prend banque, on prend caisse, on prend chèque postal, on prend les titres de placement, qu'on enlève ce qu'on appelle le découvert bancaire. C'est ça qu'on appelle trésorerie active moins trésorerie passive. Si on fait ça aussi, on doit avoir la même valeur. Donc cela veut dire quoi? Que pour faire un bilan fonctionnel, on a besoin de quoi? On a besoin d'un bilan comptable encore une fois de plus. Et tout en sachant que le bilan comptable n'est rien d'autre que la carte d'identité de l'entreprise. L'ensemble des opérations réalisées par l'entreprise. Et c'est pourquoi on a dit que aussi le bilan fonctionnel prend en compte ce qu'on appelle les éléments d'emploi et de ressources. Et c'est très important aussi de préciser. Si comme par exemple avec la réforme actuelle, étant donné qu'il y a plus ce qu'on appelle les frais d'établissement, dans ce cas, on le considère comme un actif fictif. Et cet actif fictif fait l'objet quoi? De diminution au niveau des capitaux propres. Encore une fois de plus, quand est-ce que maintenant, comment est-ce qu'on peut calculer ce qu'on appelle les immobilisations nettes? Pour calculer l'immobilisation nette, on prend la valeur des immobilisations qui se trouvent au niveau de l'actif du bilan comptable, plus quoi? Plus la nouvelle acquisition, moins maintenant, comment dirais-je, l'immobilisation qui a été vendue. C'est ça, c'est comme ça qu'on constate ce qu'on appelle la valeur nette des immobilisations. Pour la valeur nette des stocks aussi, s'il y a ce qu'on appelle, comment dirais-je, s'il y a ce qu'on appelle, supposons, une destruction, supposons au stock de matières premières, il y a une provision portant sur les stocks et tout. À chaque fois qu'il y a provision sur les stocks, dans ce cas, on doit constater ce qu'on appelle la diminution. Et sans oublier aussi, au niveau des immobilisations, il peut y avoir ce qu'on appelle l'amortissement. S'il y a l'amortissement, là aussi, c'est une sortie de l'actif. Dans ce cas, il faut constater cet amortissement pour pouvoir calculer la valeur nette des immobilisations. Comme au niveau des stocks aussi, on ne parle pas de l'amortissement des stocks, mais on parle de la dépréciation des stocks. S'il y a dépréciation des stocks aussi, on prend la valeur réelle au niveau du bilan comptable diminuée de cette destruction. Et s'il y a acquisition de stock, une entrée de stock, dans ce cas, on doit constater l'entrée. Ça viendra en augmentation pour faire ce qu'on appelle le retraitement d'un bilan fonctionnel. Et au niveau des créances clients aussi, pour les créances clients, là, on maintient toujours la valeur brute qu'on a au niveau de la, la valeur nette du moins qu'on a au niveau du bilan comptable. Maintenant, pour calculer sa valeur nette, on regarde est-ce que le client a réglé ou bien est-ce qu'on a encore vendu. Si le client a réglé, dans ce cas, vous verrez que le compte 400 qui était au début sera crédité. Dans ce cas, on doit constater cette diminution. Dans ce cas, on fait moins ce règlement de client. Maintenant, s'il y a une vente qu'on a effectuée, étant donné qu'en vendant des marchandises ou bien des produits finis, on vend ça au client, on doit constater la nouvelle créance qui a été acquise. Dans ce cas, ça fait l'objet d'une augmentation au niveau des créances clients au niveau du bilan fonctionnel. Et au niveau de la trésorerie aussi, là aussi c'est un peu complexe, c'est une opération complexe. Maintenant, il faut regarder les méthodes de règlement et les méthodes d'octroi, comme par exemple d'emprunt. Si comme par exemple on avait une valeur de 100 000 francs au niveau d'une banque, dans ce cas il faut regarder. Si comme par exemple le règlement des clients a été effectué par banque, là on débute le compte de 521 au crédit de 411. Si le 521 au début, ça fait l'objet d'une augmentation de la trésorerie active. Si, comme par exemple, on a réglé une dette auprès des fournisseurs. Dans ce cas, ça fera l'objet d'une diminution au niveau de la banque, mais d'une augmentation, d'une diminution au niveau, de la banque et d'une diminution au niveau des dettes fournisseurs et vice versa. S'il y a un règlement des clients, dans ce cas, on débute le compte 521, on crédite le compte 411. Il y a une augmentation au niveau de la banque, mais il y a une diminution au niveau des clients. Et c'est une opération très complexe, surtout basant sur ce qu'on appelle la trésorerie active au niveau de la banque ou bien de la caisse. Donc, il faut faire très attention. À chaque fois que les clients règlent, dans ce cas, la créance du client diminue, mais la valeur de la banque augmente. À chaque fois que le fournisseur, on règle auprès des fournisseurs. Dans ce cas, la valeur des fournisseurs diminue, mais aussi la valeur de la banque se diminue parce qu'on va créditer le compte de banque tout en débitant le compte 401 fournisseur d'exploitation. Maintenant, ce qui est un peu complexe, c'est le compte 465 actionnaire dividende à payer. Maintenant, le compte 465, attention, si comme par exemple on a dit dividende à payer,
dividende à payer, dans ce cas, il faut savoir l'origine de ce dividende. Quand est-ce qu'on aura un dividende? C'est lorsqu'on est dans quelle phase? Dans la phase, ce qu'on appelle la répartition du résultat. Dans ce cas, ce dividende va quitter là-bas et devient ce qu'on appelle, s'il y a un dividende à payer, le dividende à payer devient ce qu'on appelle une dette à court terme. Dans ce cas, ça fait l'objet d'une diminution au niveau des capitaux propres, mais ça fait l'objet d'une augmentation au niveau des dettes à court terme. Maintenant, si on dit dividende payé, parce qu'il y a cette notion, il y a dividende à payer et dividende payé. Dividende à payer, ce dividende quitte ce qu'on appelle des capitaux propres pour venir en augmentation au niveau des dettes à court terme. Mais aussi on dit dividende payé, dans ce cas, comment dirais-je, leur dividende qui était au niveau maintenant des dettes à court terme fait l'objet d'une diminution et d'une diminution au niveau de la trésorerie. Ça peut être maintenant, le paiement peut être par banque ou bien par caisse ou bien par chèque postal. Ça dépendra. Si on dit comme par exemple, le paiement des dividendes par chèque bancaire, dans ce cas, on va débiter le compte 465 pour constater maintenant le règlement et on va créditer le compte 521. Donc le 465, c'est un compte de passif. Et un compte de passif qui est débité, ça fait l'objet d'une diminution. Mais un compte de passif qui est toujours au crédit, ça fait l'objet toujours du même montant ou bien de l'augmentation du montant. Ça dépendra de l'acquisition. Et au niveau de cette opération dividende payé, donc c'est très important. Les dettes à court terme diminuent, mais aussi la banque, autrement dit la trésorerie active, va diminuer. Donc c'était ça les opérations un peu complexes. Et maintenant ce qui reste, vous pouvez le formuler sous forme de commentaire. S'il y a des choses à éclaircir aussi, le cabinet BOSF n'hésitera pas aussi d'appuyer sur ça. Ok, merci beaucoup à vous tous.